Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous avoir rejoints dans ce nouveau webinaire proposé par le CAGI en association avec le CORECA et la ville de Pointe-à-Pitre. Le CAGI, comme vous le savez peut-être, c'est le Centre d'analyse géopolitique internationale, qui est le pôle Guadeloupe d'un laboratoire caribéen de sciences sociales, qui est lui-même une unité de recherche du CNRS, situé sur le pôle Martinique et le pôle Guadeloupe. Alors, je suis accompagné également de Julien Mérillon, qui est du CORECA, Contact Recherche Caraïbes, qui est une association qui œuvre dans la coopération régionale, dans l'action humanitaire, qui vient de fêter d'ailleurs ses 30 ans. Un livre est sorti à cette occasion, je vous invite à l'acheter, tout simplement. Ça s'appelle Connexion, c'est bien ça, Julien. Caraïbes Et Connexion. voilà, très bien. Et je suis également en compagnie du maire de Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, la ville capitale. Je m'appelle Fred Guénaud, je suis responsable du CAGI et nous sommes également en compagnie d'étudiants de la filière sciences politiques. Mais je note également que parmi nos invités, parmi les présents, il y a des personnes de tous les continents. J'ai vu notamment des gens des États-Unis, d'Europe, mais même du Brésil. Donc je salue au passage Ligia Ferreira qui nous a rejoint du Brésil et qui pourrait éventuellement nous donner son point de vue sur ce sujet qui intéresse aussi cette région du monde. La question du Je voudrais changement aussi climatique. signaler la présence des étudiants de formation. Très bien. La question du changement climatique et plus précisément la COP27 pour une justice climatique, c'est la question qui nous est posée. Alors, on remercie Monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, Guy Durimel, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Durimel, dont on connaît les orientations écologistes et l'intérêt qu'il porte pour la question que nous abordons ce matin avec nos deux invités, Yamid Daniel, excusez-moi, et Sadia Ndeko. Alors, Monsieur le maire, avant de vous passer la parole, je souhaite présenter nos deux intervenantes. D'abord, Sadia Ndeko, qui est consultante internationale sur les questions de résilience climatique. Depuis une dizaine d'années, elle assiste les gouvernements des pays en développement pour répondre à la crise climatique en les aidant à accroître leur capacité d'adaptation et leur résilience. Actuellement, elle est consultante en freelance. Elle a travaillé pour le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et pour le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est une structure qui a été à l'origine de l'organisation des différentes COP, d'ailleurs, il faut le signaler. Yamid Daniel est la directrice actuelle du programme sur la justice climatique de la fondation Open Society. Avant de rejoindre la Open Society, Yamid a été directrice des négociations sur le climat au World Resources Institute. J'espère que mon anglais est parfait. Myriam Moïse, Myriam, je le signale, Myriam est la vice-présidente aux relations internationales et donc c'est elle qui contrôle généralement mon anglais. Alors, Yamid se consacrait à la conception et à la mise en œuvre équitable de l'accord de Paris et de la Convention cadre des Nations Unies. Elle a plus de 18 ans d'expérience dans ce domaine. Elle a travaillé pour différents gouvernements, le gouvernement britannique, le gouvernement français, le gouvernement belge, notamment en tant que négociatrice, en tant que rapporteure et vérificatrice pour le Royaume-Uni et l'Union européenne. Elle a travaillé également comme directrice de l'inventaire des gaz à effet de serre au sein du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Elle a été aussi missionnée par la France sur la politique de voisinage et le programme de jumelage de l'Union européenne. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous deux références majeures sur ces questions. Nous sommes d'autant plus honorés que ce sont des enfants du pays, j'allais dire, deux jeunes Guadeloupéennes passées par l'Université des Antilles avec un parcours exceptionnel. Monsieur le maire, vous êtes parmi nous. Je vous passe la parole avant de la passer ensuite à nos intervenantes. Bonjour, monsieur le maire. Est-ce qu'il nous entend, monsieur Durimel? Allô, oui, vous m'entendez là? Oui, oui. Voilà, je suis dans un quartier en face du musée Saint-Jean-de-Perse où il y a beaucoup d'animations. Donc, si parfois la musique recouvre ma voix, vous me pardonnerez. Il suffira de dire qu'on ne m'entend pas. En tout cas, je suis très honoré d'être invité à cette
à cet échange, à ce débat. Et je remercie donc les organisateurs, et notamment le CAJI, le CORECA et tous les participants de me faire une place parmi vous, car c'est un sujet auquel je suis très sensible. Je suis un militant écologiste de plus d'une trentaine d'années qui défend les questions de réchauffement climatique que nous annoncions et qu'on nous riait au nez quand nous l'annoncions. Mais aujourd'hui, force est de constater que face à cette réalité mise en exergue par le GIEC et d'autres acteurs, les gouvernements sont obligés de transformer ce qui était notre simple militantisme en droit positif. Aujourd'hui, on parle de transition écologique, de transition énergétique. Les bouleversements climatiques se sont imposés et ont déterminé des politiques publiques qui aujourd'hui s'affichent comme étant le droit positif. Et l'écologiste que je suis ne peut que se réjouir qu'aujourd'hui, tout cela soit acquis dans notre paysage juridique. Cela étant dit, la dernière COP27, pour moi, je considère que c'est une offense à l'humanité, une offense à la planète, car les gouvernants actuels des pays de dits dominants ont tendance à penser qu'ils ont en main le bouton reset et qu'on pourrait, en un clic ou en une signature, remettre les pendules à l'heure et recommencer à zéro, revenir sur le mal qui a été fait à la planète. Mais ce n'est pas aussi évident. Je suis intéressé également par le sujet justice climatique, car en tant qu'avocat, c'est un combat de tous les jours que je mène pour plus de justice, plus d'égalité, de vérité. Et c'est un combat que nous menons notamment contre la pollution de nos sols et de nous-mêmes par le chlordécone. Donc, la notion de justice, il ne peut y avoir de préservation de la planète sans justice, sans équité à l'égard de toutes les nations qui composent ce monde. Donc, en tant qu'avocat, le concept de justice me parle, et en tant qu'écologiste, la justice climatique est une préoccupation majeure que je porte et que d'autres aussi portent, et notamment vous, les organisateurs. Donc, moi, mon sentiment, c'est un sentiment plutôt de déception. Je ne veux pas donner dans le défaitisme, mais l'idée que, selon laquelle lutter contre le réchauffement climatique pourrait se réduire à une affaire d'argent, à un fonds qu'on pourrait créer, qu'on abonderait sans même déjà dire avec précision d'où viendrait l'argent pour abonder ce fonds. L'idée que par l'argent, par le fric, on pourrait résorber un problème qui relève de la conscience de chacun, qui relève du système économique et politique qui est en place. Tout cela me semble pas très réaliste, car il faudrait pratiquement changer de système, changer de logiciel, car lutter pour avoir toujours de la croissance, c'est ce qui nous mène dans le mur. Et le concept même de croissance verte est également aussi une absurdité, car on pensait que la planète peut encore supporter une course à l'enrichissement, penser que faire que les riches gagnent toujours plus et que par un effet de ruissellement, il y aura quelques miettes pour les pauvres et que cela nous préservera de la catastrophe annoncée, c'est aussi une erreur aux confins de l'absurdité. Donc, non seulement ce fonds, on ne sait pas trop d'où viendra l'argent puisque tout cela n'est pas encore dit, mais il me semble que la simple création d'un fonds d'investissement qui viendrait aider, soi-disant, les pays qui ont des retards de développement et à qui on demande de retarder leur développement ou de faire des concessions pour que de vendre des budgets ou des crédits carbone, des crédits, des autorisations de polluer. Tout cela me paraît complètement à côté de la plaque. Il faut qu'on puisse réellement se dire que ce modèle de développement-là, il n'est pas soutenable, il n'est pas durable et nous devons penser à autre chose. Et je crois que nos petits pays de la Caraïbe peuvent être exemplaires. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux autorités avec lesquelles je suis en relation, aux autorités françaises. Je essaie de leur faire comprendre que Pointe-à-Pitre, la ville dont je suis le maire, est une petite ville et on pourrait s'en servir comme un modèle, comme un laboratoire de développement durable en travaillant sur les notions relatives aux déchets, à l'énergie, à la mobilité. Et c'est ainsi nous pourrions donner l'exemple et montrer qu'à une échelle, à une petite échelle, voilà ce qu'on peut faire. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas multiplier ces expériences à plus grande échelle pour que chacun comprenne qu'on ne pourra
réduire notre empreinte carbone qu'en changeant nos modes de déplacement. Mais on ne peut pas se contenter de demander aux gens de changer leur mode de déplacement si derrière on continue à construire d'un côté des résidences, des lieux de résidence et de notre côté des zones dites industrielles, artisanales, vers lesquelles tout le monde doit converger pour aller travailler à des dizaines, voire des cinquantaines de kilomètres de chez soi. Donc, travailler sur la mobilité, c'est ce qu'on essaie de faire à Pointe-à-Pitre en essayant d'ériger notre ville en ville du quart d'heure, une ville où on pourrait, en moins de 15 minutes, à pied ou à vélo, aller acheter son pain, trouver une pharmacie, trouver un médecin, trouver les différents services. Et donc, c'est dès la conception de l'aménagement du territoire que nous devons penser autrement l'habitat. Et c'est ce que nous avons entamé là avec l'Agence nationale de rénovation urbaine pour préparer un programme de renouvellement urbain, de démolition et de reconstruction de certains bâtis dont la forme longitudinale et également avec le blocage que cela constitue pour les alizés, l'obligation de recourir à la climatisation, avec également au pied des immeubles que nous allons construire plutôt en forme d'îlots et à trouver des commerces, des loisirs, des activités diverses de services pour permettre aux gens, tout près de chez eux, de pouvoir, quand c'est possible, travailler, trouver les différents services. Donc, l'aménagement du territoire conjugué avec la mobilité nous permet de porter notre contribution à la réduction de notre empreinte carbone. Donc, mobilité, également aménagement du territoire, mode d'habitat, mais également la consommation, en créant des petits marchés locaux, en créant des marchés. Nous souhaitons qu'au moins une fois par mois, autour de la place de la Victoire, il puisse y avoir un marché nocturne pour que les gens qui travaillent puissent le soir venir faire leurs emplettes en allant à pied autour de la place de la Victoire, même si nous resterons ouverts à ce que d'autres Guadeloupéens viennent, en créant des parkings autour de la ville afin de laisser respirer le centre-ville. Donc, la mobilité, l'aménagement du territoire, la consommation, eh bien, tous ces domaines-là ce sont des domaines dans lesquels la ville de Pointe-à-Pitre essaie d'œuvrer pour être exemplaire avec un maire écologiste. Nous essayons de donner l'exemple et je me bats pour que l'État puisse nous aider financièrement à faire de cette ville une ville exemplaire. L'université de Fouillol, qui est le lieu d'émergence de ce sujet, puisque je sais l'engagement de M. Reynaud, de M. Mérillon autour de l'université à travers le CAGI. Eh bien, l'université qui paraît déconnectée au centre-ville, nous souhaitons profiter de cette déconnexion pour demander de l'aide afin qu'on nous permette de diriger un mur de protection par un enrochement tout le long du littoral qui permettrait de rallier l'université de Fouillol à la DARS de Pointe-à-Pitre, au centre-ville, par un enrochement tout le long du littoral qui serait surplombé par une voie cyclable ou piétonne qui permettrait de flâner et aller sortir de la fac au centre-ville et faire que notre ville s'affiche comme une ville universitaire dont la côte serait protégée et dont on réduirait le recours à la voiture pour les étudiants. Voilà le témoignage que je souhaite porter et je reste connecté pour répondre à d'éventuelles questions. Mais je voulais échanger avec vous et partager avec vous mon sentiment plutôt pessimiste ou plutôt sceptique à la sortie de la COP27, mais également l'espoir que je garde en me disant que si chacun fait sa part, si chacun à son niveau porte sa contribution, non seulement en parlant, mais en agissant pour que nous réduisons notre empreinte carbone, nous devrions pouvoir sauver ce qu'il est encore possible de sauver, parce que pour beaucoup, il paraît qu'on ne pourra pas retourner en arrière et que les conséquences du réchauffement climatique vont nous frapper de plein fouet dans les années à venir. N'en déplaise à nos amis climato-sceptiques. Je pense notamment à M. Ténor Abazac, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, mais qui mène une campagne anti-prise de conscience du réchauffement climatique qui me peine parfois. Voilà, M. Reynaud, M. Mérillon et vous tous auditeurs de cette conférence, la contribution que je voulais porter. J'espère n'avoir pas été trop long. Merci beaucoup, M. le maire, pour ce témoignage pointois. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir. La COP27, précisément, a eu lieu dans la première quinzaine de novembre. La question de la justice climatique était au cœur des discussions
cette année. Donc, cette question résume peut-être qu'aussi les attentes des pays vulnérables au changement climatique, la question de la justice climatique, je veux dire, notamment les pays d'Afrique et les petits pays vulnérables de la Caraïbe. Alors, quelles étaient les attentes précisément de cette COP? La COP27 a-t-elle répondu à ces attentes? Ce sont les principales questions qui seront abordées aujourd'hui avec nos deux intervenantes. Alors, le webinaire permettra d'abord d'expliquer le concept de justice climatique. Ce point sera abordé par Sadia Ndeko. Le webinaire permettra aussi de fournir des clés permettant de déterminer si la COP a permis d'obtenir des gains dans ce domaine. Apparemment, Monsieur le maire a un point de vue plutôt pessimiste. On en discutera. Donc, voilà les différents éléments qui seront abordés dans ce webinaire. Après les deux interventions successives, les étudiants auront la priorité pour poser des questions. Ensuite, nous ouvrirons le débat avec les personnes présentes sur le Zoom et des questions seront prises dans le Facebook Live du CORECA. Donc, on commence avec Sadia Ndeko pour une dizaine de minutes. Elle va présenter la question notamment de la justice climatique. Sadia, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur Reynaud. Merci pour cette introduction. Merci également de nous rajeunir. Vraiment, bonjour à tous. Merci pour votre participation. Je tiens à vraiment saluer chaleureusement le CAGI, la ville de Pointe-à-Pitre, le CORECA et également les étudiants en sciences politiques pour nous donner l'opportunité de nouveau d'échanger sur ce sujet crucial des changements climatiques, comme le maire l'a dit. Et c'est vrai que c'est encourageant de voir qu'il y a un intérêt grandissant pour cette question, hautement brûlante et sans jeu de mots aucun. Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, effectivement, l'intervention que je vais faire, c'est un peu une introduction à la présentation que Yamid va vous faire par la suite. Yamid qui a été au front, elle était donc à la COP27, il pourra vous faire un retour plus détaillé. Mais ce que j'aimerais dans le cadre des 10 minutes qui me sont imparties, c'est vous, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'en ai fait oui, un petit écho, retour. Ouais. Un petit écho. Dans le cadre du temps qui m'est imparti, c'est peut-être vous présenter 3 exemples qui pourraient un petit peu permettre de comprendre ce qu'on entend par justice climatique. On en a un petit peu parlé avec le maire. Et comme ça, mettre un petit peu, planter le décor pour bien comprendre de quoi il s'agit et quels étaient les enjeux en termes de justice climatique à la COP. Alors, premier exemple. Donc, vous voyez sur cette diapo, à gauche, cet homme, M. Tetiota, donc je pense que j'écorche le nom, et j'espère qu'il va m'excuser. Ce monsieur est originaire du Kiribati. C'est un ensemble archipélagique, un état archipélagique composé de 32 atolls dans le Pacifique, qui sont en fait un ensemble d'îles donc très éloignées les unes par rapport aux autres et dont l'altitude dépasse à peine le niveau de la mer. Donc, ce sont des îles qui sont du coup très exposées aux aléas climatiques et au changement climatique. Ce monsieur vivait en Nouvelle-Zélande, mais son visa a expiré et il est resté. Et donc, en 2011, il a été arrêté par les autorités néo-zélandaises et menacé d'expulsion. Comme vous le voyez sur l'intitulé du titre, malheureusement, il n'a pas eu gain de cause parce qu'effectivement, les autorités, la justice néo-zélandaise a refusé, il a fait une demande d'asile politique et qui a été refusée par les autorités néo-zélandaises. Et en 2015, il a été expulsé au Kiribati avec sa femme et ses 3 enfants. Les 3 enfants sont nés en Nouvelle-Zélande, mais n'ont pas droit à la nationalité néo-zélandaise. Et donc, face à cette situation, il a recours au Comité des droits de l'homme des Nations unies pour pouvoir faire valoir son cas. Et ce qu'il explique à ce comité, c'est que la population de l'île du Kiribati, de l'île d'où il vient au Kiribati, a augmenté de façon exponentielle parce que d'autres îles avoisinantes menacées par la montée des eaux sont devenues inhabitables. Et donc, la population de ces îles
se sont déportées, les populations de ces îles se sont déportées sur son île à lui, son île natale, et ce qui fait donc qu'il y a une augmentation de population qui n'a pas été maîtrisée, ce qui crée des tensions sociales et un climat d'insécurité. Il dit aussi qu'avec la salinisation des sols, les cultures sont détruites et que son île, lui, sera inhabitable d'ici 10 à 15 ans. Donc, il fait valoir tout cela pour pouvoir demander l'asile politique. Malheureusement, là encore, le comité donc, pour les droits de l'homme des Nations Unies examine son cas, mais ne lui donne pas raison. Ils comprennent bien sa situation, mais ils disent qu'en fait, que le gouvernement du Kiribati a déjà mis en place un certain nombre de mesures et est en train de mettre un certain nombre de mesures pour minimiser l'impact des changements climatiques et un peu retarder ces impacts. Donc, même si effectivement la situation au Kiribati et l'exposition du Kiribati face au changement climatique est importante, il n'est pas il n'est pas en situation de danger à cause des mesures qui sont mises en place. Et donc, ce qui est quand même intéressant, malgré le fait qu'il n'ait pas obtenu gain de cause, c'est que ça a ouvert une brèche au plan du droit international, puisque le Comité des droits de l'homme a quand même conclu que renvoyer les demandeurs d'asile chez eux alors que leur vie est menacée par les changements climatiques peut exposer les individus à une violation de leurs droits. Donc ça, c'est une première. C'est la première fois qu'on prend en compte justement ce risque climatique. Et le comité de rajouter que le risque qu'un pays entier soit submergé par les eaux est un risque si extrême que les conditions de vie dans un tel pays peuvent devenir incompatibles avec le droit à la vie. Donc, ça, c'est une ouverture pour que d'autres personnes puissent faire la demande et éventuellement obtenir ce statut d'asile politique. Et d'ailleurs, pas plus tard que le mois dernier, il y a un autre habitant du Kiribati résidant en Nouvelle-Zélande qui a fait une demande de la sorte auprès des autorités néo-zélandaises. Malheureusement, il n'a pas eu de gain de cause. Là encore, les autorités statuant qu'il n'a pas dépassé le seuil de risque pour pouvoir bénéficier de ce statut particulier. Alors, est-ce qu'on est dans cet exemple-là dans un cas de justice climatique? Bien évidemment, on est dans un cas de justice climatique, vous l'avez bien compris, d'autant que les petits États insulaires comme le Kiribati sont des États qui sont faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui sont extrêmement exposés aux impacts du changement climatique. Et dans le cas du Kiribati, en plus, avec une moyenne d'âge de 22 ans, donc une population très jeune, c'est une population qui n'a pas d'avenir en fait dans son pays. Vu la vitesse à laquelle le niveau de la mer augmente, on parle d'1 centimètre par an. Ça peut paraître très peu, mais quand on a des îles qui font 3 mètres d'altitude, 1 centimètre, c'est énorme. Donc, c'est aussi un risque, rester sur ces îles, c'est un risque mortel. Alors, le deuxième exemple que je voulais vous proposer, plus proche de chez nous, c'est l'exemple de la Dominique. Comme vous voyez sur la diapo, le Premier ministre, après le passage de l'ouragan Maria en 2017, a dit « on a tout perdu ». Effectivement, Maria a ravagé la Dominique quand elle est passée. Ce ne fut pas seulement une catastrophe naturelle, mais ça a aussi été une catastrophe humaine. Il y a eu des pertes en vie et ça a aussi été une catastrophe financière sans précédent parce que la Dominique s'est retrouvée avec des dégâts qui faisaient jusqu'à 225% de sa production économique annuelle totale. Dominique, comme beaucoup d'États, de petits États insulaires en développement et notamment de petits États insulaires en développement dans la Caraïbe, est déjà un pays très endetté et qui, du coup, pour reconstruire, n'avait pas la manne financière nécessaire parce qu'elle était en train de rembourser déjà des prêts qu'elle avait contractés avant que l'ouragan passe, se retrouve donc à devoir attendre l'aide étrangère et à recourir à d'autres prêts pour pouvoir aider à sa reconstruction. Donc, en fait, ça crée un cycle un peu infernal et vicieux dans lequel l'encours de la dette augmente
Et c'est une situation que connaissent beaucoup de pays insulaires, notamment dans la Caraïbe, et qui devient de plus en plus insoutenable parce que avec le changement climatique, les catastrophes naturelles sont de plus en plus importantes, les dégâts sont importants et les pays insulaires sont du coup étranglés et n'ont pas la latitude pour pouvoir reconstruire. Donc là encore, on est dans un cas de justice climatique. Le troisième exemple nous emmène en Afrique, mais on pourrait être ailleurs, hein, dans d'autres régions. On a cet homme donc, qui a été interviewé par une fondation allemande cette année et qui est mineur de charbon, qui travaille dans une région de l'Afrique du Sud qu'on appelle le Mpumalanga, qui est en fait vraiment le cœur ce qui est le cœur minier de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud qui essaie de mettre en place une transition énergétique. Et ce monsieur s'exprime en disant qu'il a peur, que ça va être, cette transition énergétique lui fait peur, que ça va être très mauvais parce qu'il pense que 80% des gens autour de la zone qui travaillent depuis des années dans le secteur des mines charbon vont souffrir. Lui-même, il soutient sa famille grâce à son travail, sa famille, et il peut soutenir sa famille, mais il soutient aussi d'autres familles. Et donc, l'histoire de cet homme, c'est vraiment l'histoire de 200 000 personnes dans cette région, qui est vraiment, comme je disais, la ceinture de charbon de l'Afrique du Sud. Et elle montre qu'une transition juste demande aussi des moyens, que les moyens de subsistance soient préservés, ou en tout cas qu'il y ait des politiques mises en place pour pouvoir s'assurer des moyens de subsistance de ces personnes qui vont du coup être à qui on va demander d'arrêter leurs activités professionnelles. Et vraiment, Mpumalanga, c'est emblématique du malaise socio-économique plus large de l'Afrique du Sud parce qu'en Afrique du Sud, il y a déjà aussi énormément d'inégalités, il y a un taux de chômage important et donc du coup, ça crée aussi une pression supplémentaire sur le pays. Mais comme je l'ai dit, l'Afrique du Sud veut quand même entamer cette transition énergétique et elle est consciente que c'est un impératif. Pour le moment, elle dépend essentiellement de l'énergie charbon, du charbon pour son électrification, mais elle sait qu'il va falloir changer et il faut mettre en place un certain nombre de mesures pour s'assurer qu'on puisse maximiser les gains de cette transition, mais éviter toutes les perturbations, notamment les perturbations sociales. Donc, à travers ces trois exemples de justice climatique, ce qu'on peut voir, et cela c'est une définition que je propose, qui a été adaptée légèrement de la définition proposée par le Conseil social, économique et environnemental, c'est que la justice climatique, c'est d'abord une approche politique. C'est une approche politique basée forcément sur des données scientifiques et sur des connaissances scientifiques, mais c'est d'abord une décision politique, une approche politique qui appelle à une nouvelle logique d'élaboration et d'articulation des politiques publiques sur le climat. Et donc, il faut, à travers ce prisme, vraiment essayer de comprendre le changement climatique et ses effets différentiels sur les populations vulnérables et les écosystèmes afin de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tous. Donc, cela implique de garantir la représentation, l'inclusion, la protection des droits des personnes les plus vulnérables au changement climatique, mais aussi de concevoir des solutions qui promeuvent l'équité, la garantie à l'accès aux ressources de base. Et ça aussi implique de regarder l'aspect intergénérationnel pour faire en sorte que les jeunes, mais aussi les populations, enfin les enfants, les personnes à venir qui ne sont pas encore nées, puissent vivre, apprendre, jouer et travailler dans des environnements sains et propres.
Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'était, comme je le dis, pour un petit peu planter le décor en introduction à la présentation de Yami, qui va rentrer dans les détails de la COP27 et de la question de la justice climatique lors des discussions de cette COP. Merci beaucoup, Sadia, de cette introduction. On va passer donc la parole à Yamid. Le temps pour elle de partager l'écran. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez cet écran Oui, maintenant? on va le voir, très bien le voir. D'accord, ok. Bon, ben, bonjour, je voudrais faire écho aux remerciements de Sadia, au KJ, à Coreka, aux étudiants et à la ville de Pointe-à-Pitre. Et je voulais remercier aussi le maire de Pointe-à-Pitre pour son franc-parler. Je pense que et de vous remercier tous pour créer une plateforme pour discuter de cette question qui est tellement compliquée, difficile. On a tous une aspiration à des villes, à des systèmes, des écosystèmes beaucoup plus durables, beaucoup plus justes aussi. Et, euh, mais ce n'est pas facile. Il y a toujours des tensions. On pense parfois faire les bonnes choses et il y a souvent des répercussions. Et ça aussi, c'est la question de justice climatique, comme l'a démontré euh, Sadia. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner un point de vue sur mon point de vue et mon analyse des résultats de la COP. Alors, je comprends tout à fait la frustration du maire, qui, une frustration qui se résume justement à un pessimisme un petit peu et des résultats. Et pourtant, vous allez voir que j'ai une analyse un petit peu plus optimiste que lui. Et je pense que travailler sur le domaine climatique et surtout dans les négociations euh, internationales demande une vision optimiste bornée. Je pense il faut une certaine patience et, et justement arriver à déceler euh, certains progrès, même s'ils sont trop minimes et trop tard et trop limités, pour justement continuer à aller de l'avant, puisque les impacts d'une décision peuvent être assez significatifs sur certains pays, même si justement ils ne sont pas à l'échelle des défis qu'on a rencontrés. Donc voilà, donc je vais vous donner aussi le point de vue de mon expérience. J'ai passé 15 jours effectivement à la COP. Cette fois-ci, j'étais la chef de délégation d'une fondation philanthropique, justement, et qui a soutenu pas mal de partenaires pour essayer d'influencer justement des résultats pour que ces résultats soient plus justes. Donc, on a influencé euh, de la société civile, des académies, pour justement faire en sorte qu'il y ait des propositions justes et des engagements, des, euh, des, des approches politiques beaucoup plus justes également. Et donc, on supporte pas seulement les recherches, les analyses, mais aussi les conférences, les réunions qui se font en marge de ces conventions internationales, puisque tout ne se règle pas, en général, ça ne se règle pas juste par les conventions pendant le moment dit, pendant les conventions elles-mêmes. Il faut pas mal il faut créer des espaces où il y a une certaine confiance pour pouvoir justement discuter des options et d'élaborer, d'identifier les zones de convergence. Donc, à mon avis, pour moi, le principal marqueur de progrès pour la COP, ça a été justement une décision historique de formellement, euh, euh, de formellement discuter du financement des pertes et dommages et de créer ce nouveau fonds. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le maire, qu'un fonds en lui-même, la création du fonds en lui-même, ne va pas tout régler. Mais il faut savoir, et que, en fait, comme on dit ici, le diable est dans les détails. Donc, ce n'est que le début
Mais il faut savoir qu'il a fallu attendre 30 ans pour qu'on arrive à une telle décision. Et c'est quelque chose que les pays les plus vulnérables, dont l'existence, surtout les îles, et en particulier les îles et les îles de la Caraïbe l'ont poussé, l'ont demandé pour une question de principe, surtout quand elles voient leur existence, leur terre complètement menacée, ainsi que leur culture. Il faut savoir que dans la salle, vous aviez des négociateurs qui ne savent plus où se recueillir pour faire honneur aux ancêtres qui sont partis. Ce n'est pas juste le cimetière des esclaves comme on voit, c'est peut-être comme le cimetière de Pointe-à-Pitre. Ils n'ont même plus, ils ne savent plus où aller pour pouvoir faire hommage à leurs ancêtres, à leurs pères, à leur famille. Donc, ce sont des considérations très émotionnelles, mais cette fois-ci, et la demande de créer ce fonds, c'est parce que justement, pour les raisons évoquées par Sadia, que ces pays, en fait, en fait, paient le prix déjà de ces impacts. Ils n'ont pas attendu, ils n'attendent pas seulement l'aide financière internationale, ils en paient le prix et parce que la plupart de leur budget sert déjà à essayer de s'adapter, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas juste lorsqu'on voit que non seulement les taux d'intérêt pour pouvoir justement avoir des crédits sont hors de prix, sont beaucoup plus élevés que, que, que ceux justement que les taux d'intérêt que la France ou n'importe quel pays développé pourrait avoir, parce qu'ils sont pénalisés par leur vulnérabilité, par le risque justement qu'ils encourent. Donc c'est un cercle vicieux qui est exacerbé par justement cette mentalité et par le système même financier qui a été créé depuis le lendemain de la guerre mondiale. En plus, ils estiment que ce n'est pas eux qui ont créé le problème des changements climatiques. Les émissions des pays les plus vulnérables n'atteignent pas, quand on prend même le continent africain qui est que de 4%, et toutes les îles n'atteignent même pas 5%. Donc ce n'est pas eux, il y a cette responsabilité historique et même présente et future qu'ils estiment qu'il faut les aider justement à créer des démocraties qui seront bien différentes. Et on parle de démocratie 2.0, les nouvelles démocraties. Comment un pays comme le Kiribati, comme Tuvalu, qui sera justement submergé et inhabitable d'ici 10-15 ans. 10-15 ans, c'est rien, ça vient très vite, et dont la population sera peut-être dispersée partout dans le monde. Comment justement garder la souveraineté de ce pays, comment garder la cohésion d'un peuple, d'une nation, et même des ressources. Alors, ils vont perdre leurs terres, mais ils auront quand même les ressources maritimes. Comment garder cette souveraineté? Donc, les pertes et les préjudices, ce ne sont pas juste des questions économiques. Il y a aussi des questions non économiques. La perte du territoire, la perte de la culture, de l'héritage culturel, les questions justement de souveraineté et de démocratie et de civique, ce sont des choses que les pays voulaient créer d'abord un espace pour en discuter, et ça leur a été refusé pendant 30 ans. Et pourquoi? Parce que les pays développés avaient peur des questions légales, des implications légales pour être poursuivis légalement, et des questions de réparation, de compensation. De la même manière qu'ils ont toujours refusé certaines questions de réparation par rapport justement à l'esclavage, comme on le sait très bien. Mais à cause de cela, on n'a jamais pu vraiment faire des progrès, et les pays vulnérables ont
ont tout simplement refusé de quitter la COP sans une décision qui peut être vue comme symbolique, mais qui crée le démarrage d'une conversation de fond pour justement créer la solidarité et la coopération plus juste nécessaire pour faire face à ces défis majeurs. Donc, oui, le fonds lui-même, pour moi, c'est 30 ans de combat des pays vulnérables. Ça ne va pas tout régler si le fonds n'est pas bien gouverné, s'il n'est pas bien mis en place. Et c'est justement les enjeux que l'on a pour l'année 2023, pour le créer et pour faire en sorte qu'il y ait une identification des sources pour que non seulement les sources qui vont dans le fonds, puisqu'on sait que ça fait depuis 2009, on n'a même pas réussi, les pays développés n'ont même pas réussi à mobiliser les ressources dont ils s'étaient engagés, les 100 milliards par an d'ici 2020. On en est toujours à que 80% de ce résultat. Donc, on sait que c'est pas facile, mais on sait qu'il y a aussi des trilliards, des trillions, des milliards qui ne vont pas nécessairement là où il faudrait. Et donc, comment justement faire en sorte que l'on puisse trouver des solutions, c'est justement tous les enjeux des conversations à venir. Il y a eu aussi pour la première fois, même si 240 millions, c'est pas grand-chose, mais il y a eu des engagements pour la première fois. En fait, le problème, c'est pas la décision, c'est que la décision arrive très tard. Mais on voit quand même un progrès jusqu'à maintenant. Les pays développés avaient toujours refusé, compris la France, hein, par ailleurs, avaient toujours refusé de même faire des engagements financiers sur cette question de perte et de préjudice, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et pour la première fois, le groupe V20 que vous voyez, donc c'est pas le G20, c'est le V20, c'est le groupe des pays les plus vulnérables qui ont créé une coalition et qui a commencé avec 20 pays et qui maintenant, en fait, se retrouve avec 58 pays. Et donc, eux, plus le G7, ont décidé de créer ce qu'on appelle le Global Shield, le bouclier mondial, pour revoir même la manière de mettre en place les assurances pour les pays, pour les individus, pour se protéger contre ces pertes et dommages. Et donc, le système d'assurance traditionnel ne ferait que augmenter, en fait, pour le moment, ne pourrait que augmenter la dette. Et il faut mettre justement, ajouter certains critères de protection sociale pour aider ces pays. Et honnêtement, ce n'est pas ce renforcement et cette innovation dans la manière de regarder les assurances n'est pas venu du G7. C'est vraiment cette volonté encore des pays les plus vulnérables pour justement regarder dans quelle mesure ils ne pourront plus être aussi pénalisés et surtout d'apporter d'être prévisible. Le problème, c'est que la réaction à un désastre pénalise trop souvent les pays vulnérables pour justement rebondir économiquement de ce désastre. Et donc, si on avance, on crée un système où il peut y avoir justement une assurance sur le long terme qui ne les pénalisera pas, c'est quelque chose justement qu'ils essaient justement de mettre en place. Le secrétaire général des Nations Unies a aussi annoncé un plan de plus de 3 milliards de dollars pour garantir justement que tout le monde, que tous les pays et surtout les plus vulnérables aient un accès à des systèmes d'alerte d'ici les 5 prochaines années. Donc, il y a eu quand même certains, que vous appelez ces décisions, des décisions trop symboliques, mais justement, cela va demander à la communauté internationale de faire en sorte justement de les transformer avec un engagement sérieux pour que justement ça aboutisse à des résultats sur le terrain. L'autre point,
c'est la réforme, c'est les décisions par rapport à la réforme structurelle de l'architecture financière internationale. Comme je l'ai évoqué, le système international, comme on appelle Bretton Woods, qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, a essentiellement aidé les pays développés à rebondir de la guerre mondiale. Et malheureusement, les systèmes de financement qui ont été mis en place n'ont pas réussi à aider les pays en développement à faire, à évoluer euh, et, et justement à rallier les aspirations de développement et de justice sociale. Et donc, cette demande de structure, on l'a entendue pendant plusieurs années. Les pays en développement l'ont évoqué, surtout les pays vulnérables, mais c'est la première ministre de la Barbade, Maya Motley, qui a pris les rênes et qui a créé ce qu'on appelle un Bridgetown Agenda, qui a vraiment poussé cette décision. Et c'est la première fois qu'on a une décision dans une COP qui fait des demandes et qui exige des mandats au FMI, à la Banque mondiale, à des institutions financières. D'habitude, ils restent en retrait. On reste en retrait, la COP, c'est surtout des mandats au pays. Et bien là, non. Et donc, pour moi, c'est et avec aussi une feuille de route. C'est pas juste, oui, il faudrait que. On a demandé la prochaine réunion, excusez-moi, la prochaine réunion en mars, il faudra justement qu'il y ait déjà des réflexions et des réflexions qui soient qui commencent dès janvier. Donc, pour moi, c'est moi qui ai vu plusieurs COP, à peu près plus qu'une douzaine en tout cas. Je n'avais jamais vu ce genre de décision. Donc voilà. Et puis, les besoins en financement. Les pays développés ont toujours voulu minimiser l'échelle de cette transformation et des besoins de transformation. Et pour la première fois, il a été reconnu, on n'est pas dans les milliards, on est dans les trillions. Donc, il y a eu un petit peu plus de bonne foi à reconnaître, et c'est important puisque il y a des négociations qui doivent aboutir pour la création d'un nouvel objectif financier pour le changement climatique d'ici 2025. Donc, je voulais juste illustrer un petit peu que ce n'était pas vain. Vous avez quelques figures ici pour y arriver. Je montre ici tout en haut à gauche, vous allez voir la ministre des Maldives, euh, euh, le prince Zaïd de l'Institut international sur la paix, l'ambassadrice des îles Marshall, certaines des équipes justement qui ont des auteurs d'un dossier que je pourrais envoyer sur les options pour justement trouver les fonds qui pourraient être la source pour les fonds pour les pertes et préjudices. Et l'ambassadrice climat d'Irlande, c'était justement, qui a joué un rôle pour essayer de créer un, un pont entre l'Union européenne et les pays vulnérables. Bien évidemment, avant la COP, le cas du Pakistan a été assez emblématique. Le Pakistan était le chef en fait des négociations pour le groupe G77. C'est le groupe de tous des 144 pays en développement, qui inclut aussi la Chine. Et voilà, juste avant, il y a eu ces énormes inondations qui ont déplacé 30 millions de personnes. C'est l'équivalent du Canada, de toute la population du Canada, même plus. Donc, c'est juste pour mettre en perspective, un tiers du pays était sous l'eau, et avec ces déplacements énormes et plus de 30 milliards de dégâts. Vous avez aussi la photo du ministre des Finances de Tuvalu, justement, qui insiste sur la question justement de la mobilité climatique, des réfugiés climatiques, et qui a fait qu'il y ait plus de références en fait dans cette COP sur cette question de réduction des territoires à cause des changements climatiques. Et donc d'avoir justement une meilleure
considération. Et ce n'est pas une question seulement financière, même le statut légal, justement, de ces réfugiés climatiques, comme Sadia l'a illustré, doivent être pris en compte. Un autre exemple que je vous donne par rapport à Tuvalu, par rapport à Kiribati, plus près de nous, au large des îles du Panama, vous avez le peuple autochtone, un peuple autochtone qui se retrouve sur une île, et tout ce peuple autochtone qui a vécu sur une île des générations, pendant des générations et des générations, va être déplacé l'année prochaine. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Comment faire en sorte que ces peuples se déplacent de manière digne? Donc, c'est pas juste une question, oui, ils vont être déplacés, mais comment le faire de manière digne? C'est ça aussi la justice climatique. Et tout près de chez nous, tout en haut, donc, il y a Antigua, l'île Antigua et Barbuda, qui avait la présidence de la coalition de toutes les îles dans le monde, qui avait fait justement le pacte de ne pas quitter la COP sans ce fonds, justement pour permettre de créer justement cette solidarité internationale qui n'a jamais existé. Et donc, il faut se rappeler aussi que à Paris, pendant la COP à Paris, tous ces pays vulnérables avaient fait le compromis, OK, on va pas discuter de questions de réparation, on va pas discuter de compensation et même d'aspect légal, mais on veut une solidarité. Ben, jusque-là, rien. Et donc, c'est pour cette raison justement que ce fonds, c'était surtout une demande. Il y a assez, en fait, enough is enough, on en a assez, il nous faut avoir recours à un système, et il n'y aura jamais assez pour régler 225% du PIB de coûts en dommages, comme l'a dit Sadia, pour la Dominique, ou les 30 milliards que coûte la population du Pakistan, mais d'avoir au moins un recours à la fois légal pour protéger les victimes, un recours financier pour au moins commencer une certaine relance. Donc voilà. L'autre agenda, je pourrais aller peut-être un petit peu plus loin, mais je voulais juste voilà, vraiment amplifier la portée de ce Bridgeland Agenda, parce que vous risquez d'en entendre beaucoup parler cette année, et qui est vraiment porté par notre première ministre caribéenne, Maya Motley, qui vraiment essaie de créer. Alors, cet agenda inclut la manière dont les gouvernements, les banques centrales, les banques commerciales, toutes les institutions financières pourraient changer leurs pratiques afin de mobiliser plus de fonds, et de faciliter l'accès aussi à ces fonds, et diversifier ces sources pour qu'il y ait un meilleur déploiement d'instruments et de finances pour les pays. Et bien sûr, ça ne va pas tout régler, mais il faut savoir que même s'il y a la finance climat n'est qu'un pourcentage de toute la finance mondiale de développement, seulement sur la finance climat, seulement 2% arrivent aux îles. Les îles n'arrivent à avoir accès qu'à 2% de la finance climat. Les pays les moins développés n'arrivent à avoir accès qu'à 14% de cette finance climat. Ce qui est aussi une injustice climatique. Et donc, le renforcement de capacité sera nécessaire, mais justement, donc, tout ne va pas être réglé par l'agenda qu'elle a créé, par sa proposition. Mais cette proposition a été reçue de telle manière qu'elle va créer plusieurs consultations, plusieurs réflexions au niveau régional. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire pour la Caraïbe? Qu'est-ce que ça veut dire pour tout le continent, l'Amérique centrale et latine? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Afrique, pour les pays les moins développés? Et je pense qu'on arrivera éventuellement à une proposition beaucoup plus élaborée, en fait, mais c'est vraiment une provocation
et la voix et le charisme qu'elle a justement capté les attentions du G7, y compris de Macron, de notre président Macron, qui a décidé d'organiser avec elle une réunion, un sommet en juin sur ces questions financières. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a eu des, 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 des- des opportunités avant de créer le One Planet Summit qui n'ont pas abouti à grand-chose. Mais justement, comment utiliser quand même ces moments internationaux pour, pour euh, forcer justement les transformations nécessaires. Alors, par contre, là où je ne suis pas contente, là où il y a de quoi s'inquiéter, c'est qu'il y a eu des opportunités marquées. Il y a eu trop de débats pour remettre en question le seuil sur lequel on s'est engagé pendant la COP de Paris pour atteindre les 1,5 degrés d'augmentation de température globale. Et comment justement augmenter l'ambition globale pour pouvoir atteindre ces objectifs ces objectifs. Et avant la COP, on s'est rendu compte qu'on était très loin. Avant la COP, et de manière, et ça a été exacerbé par la guerre en Ukraine, il y a eu même un retour en arrière, puisqu'il y a eu beaucoup trop d'investissements qui ont été faits pour réouvrir, y compris en France, y compris en Europe, au Royaume-Uni, pour réouvrir ou construire des usines à charbon. Donc d'aller vraiment dans l'autre sens, lorsqu'on a demandé à d'autres pays de se défaire de leur dépendance énergétique sur le charbon, comme l'a illustré Sadia en Afrique du Sud. Et donc cette bataille énergétique a été vraiment au cœur du débat et le sera encore d'ici la COP28 et le G20 qui sera présidé par l'Inde, donc un pays en développement. Et les trois prochaines, le G20, pendant les 3 prochaines années, sera présidé par un pays en développement. On aura l'Inde, ensuite le Brésil et ensuite l'Afrique du Sud. Donc justement, toutes les réformes qu'on a envie de faire, ça donne aussi un élan. Ce ne sera pas juste sous la houlette des pays occidentaux pour justement faire en sorte qu'il y ait de réelles réformes pour le faire. Et pendant cette COP, il y a eu des annonces. L'année dernière, l'Afrique du Sud avait proposé un plan de justice énergétique euh, avec un support de 8,5 milliards euh, de support international. Et là, on est venu avec un plan avec l'Indonésie et cette semaine, le Vietnam. Par contre, voilà, le bémol, c'est que ce sont quand même des considérations très compliquées et c'est les questions justement que j'appelle tendues de la question de justice climatique. Un des problèmes, c'est que voilà, on demande à ces pays de ne plus compter sur leurs ressources naturelles, comme le charbon, comme le gaz. Et en même temps, et ben voilà, il y a même pas 2 semaines, le Royaume-Uni qui a eu la présidence de la COP26, qui a patronisé l'Inde quand elle a dit ah, on ne peut pas se débarrasser complètement euh, de notre énergie fossile, il faut qu'il y ait un principe de réduction pour certains pays sur la base d'équité. Il y a des pays qui prendront un petit peu plus de temps pour le réduire que d'autres. Et il y a des pays qui doivent mener le combat. Et ben voilà, quand le Royaume-Uni a fustigé l'Inde et que et que maintenant justement on ouvre une nouvelle usine à charbon, c'est une hypocrisie, un double standard qui a été vraiment remis en cause et qui a créé beaucoup de colère au sein des pays vulnérables, au sein des pays en développement. Surtout, l'autre aspect, c'est aussi que pour des raisons de peur et de sécurité énergétique, les pays en Europe euh, euh, demandent à ce que les pays
en développement se, en fait, extraient de l'énergie fossile, mais pas pour leur développement, pas pour nécessairement leur accès énergétique, c'est pour la consommation. Souvent, pour la consommation européenne, certains gazoducs sont construits pour qu'ils puissent alimenter les besoins énergétiques en Europe, en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, ce qui est en train de se décider. Donc, c'est cette tension justement entre développement, sécurité énergétique et indépendance énergétique qui est vraiment, qui crée beaucoup de débats. Ensuite, il y a aussi cet aspect que la révolution énergétique et du développement renouvelable va demander 6 fois plus de minerais rares, que ce soit le lithium, le cobalt, euh, et beaucoup de ces minerais se retrouvent dans des pays en développement, dans des pays vulnérables. Et jusqu'à maintenant, il y a eu des principes, il y a eu une vision très extractive de ces ressources. Et que oui, on va extraire les ressources, mais on ne va même pas considérer créer tout un projet industriel pour que les pays aussi bénéficient de la production de ces ressources. Euh, et donc, il y a cette question. Et il y a aussi la nécessité de faire en sorte que si on a besoin de 6 fois plus de minerais, que ça ne contribue pas à plus de déforestation, que ça ne contribue pas à l'expropriation des terres de manière agressive, comme on l'a vu dans le cas des expropriations à cause du pétrole. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle des garde-fous, de créer justement des protections légales, sociales, pour que justement les communautés plus vulnérables vraiment bénéficient de cette révolution et qu'elle se fasse de manière qu'elle ne crée pas plus de problèmes à nouveau. Donc voilà, et ce que j'ai mis en avant ici, c'est une feuille de route. Donc, parce que je partage les mêmes inquiétudes que Monsieur le maire, qu'on peut se retrouver avec juste un fonds qui n'est jamais alimenté et qui ne va jamais là où il doit vraiment se retrouver. Il y a une feuille de route quand même, pour la première fois, qui fait que l'agenda en 2023 est très occupé et plein. Et donc, stratégiquement parlant, c'est comment on utilise ces moments forts pour créer plus, pour, euh, pour tenir responsables ceux qui ont pris ces engagements et pour justement atteindre certains résultats. Donc, ça commence avec Davos, ça commence avec les négociations internationales, les, les, le- le- les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, le sommet avec le président Macron, justement en France, en juin. Donc, il y a toute une série de moments forts. En plus de ça, il faut des moments entre les deux pour créer les bonnes recommandations, pour créer justement les espaces pour discuter vraiment des solutions. Et donc, en conclusion, le processus de la CNUC et de la COP en 27, malgré euh, peut être vu comme étant symbolique, mais en fait, pour cette fois-ci, depuis la COP 21, je pense qu'elle a produit des outils de transformation systémique profonde à condition qu'on continue d'amplifier, c'est pas qu'on continue, qu'on amplifie la pression sur les pays aussi développés pour créer, pour surtout pour tenir leurs engagements, parce que les retours en arrière, on les a vus surtout des pays développés, et, et qu'il y ait justement une meilleure coopération internationale, c'est possible, une meilleure coopération internationale, et une meilleure valorisation justement des solutions qui viennent des pays vulnérables. Et donc pour moi, je veux continuer à croire, en tout cas, ma fondation va s'engager
et c'est une des rares fondations, en fait, à faire la priorité sur les questions de résilience. La plupart des fondations se sont philanthropiques, ont travaillé, ont aidé les pays ont aidé la question d'atténuation, mais de manière très technique, les modélisations, comment aller de A à B, sans mettre en avant ce que Sadia a montré, de mettre vraiment le peuple, l'homme au cœur du débat, en final de compte. C'est pas juste une question technocratique ou économique. Il faut justement retourner à cette dimension sociale. Donc, le diable est dans le détail, bien évidemment. Il y aura pas mal d'enjeux. Ce n'est que le début, mais je pense vraiment qu'il y a des outils dont il faudra justement recourir et utiliser pour continuer à mettre de la pression et à faire valoir les idées, les innovations qui viennent aussi de chez nous. Et voilà ce qu'on va. C'est sur cette base que je veux garder espoir. On n'a pas le choix pour nos enfants de toute façon, et même pour notre devenir. On n'est pas comme le Kiribati, nous ne sommes pas une nation d'atoll, mais justement, si on veut voir le projet de Monsieur le maire et d'avoir cette structure qui relie l'université au centre et qui passe près de la mer, ben, il faudra justement tenir compte de ces conditions, puisque nos côtes sont vraiment très, très vulnérables et seront très menacées. Et on sait que des propositions, même les murs qui ont été mis en place, ne marchent pas toujours et causent parfois plus de problèmes au niveau de la biodiversité. Donc, ce sont des questions, voilà, mobilisons-nous, et j'attends beaucoup des débats pour voir quelles sont les implications pour la Guadeloupe et qu'est-ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, Yamid, et merci aussi à Sadia ainsi qu'à Monsieur le maire. Alors, on va passer maintenant à la partie débat. Oh, avant ça, Fred, si tu permets, Monsieur le maire souhaitait réagir. Oui, Parce qu'il doit partir. J'allais lui passer la parole, en effet. D'accord, OK. Monsieur le maire a la parole. Avant les étudiants, on y va. Et merci Fred. C'est que je dois, comme il y a de nombreuses manifestations dans la ville, bien sûr. Je dois participer. Donc, je ne voudrais pas laisser sans réponse cette belle intervention, ces belles interventions de personnes qui ont parlé. J'ai oublié d'Agnette, Yamid et l'autre dont j'ai oublié le nom. Sadia Ndoko. Sadia Ndoko et Madame Yamid Dagnette. Je souhaite les féliciter et être rassuré qu'il y a une nouvelle génération qui continue à réfléchir, à participer, qui reste optimiste. Cependant, force est pour moi de ne pas tout à fait partager l'optimisme parce que si effectivement il y a quelques avancées dans le traitement des conséquences, si on s'apprête à mettre la main à la poche pour aider les pays qui vont payer le prix fort à réparer, à déménager, à aller vivre ailleurs et tout, je pense qu'on peut encore faire mieux, on peut encore changer de modèle de développement, arrêter de courir après la croissance, l'obsession de la croissance. Et comme l'a dit un des participants, je crois que c'est M. Laviolette qui l'a dit par un message écrit, on ne peut pas parler de sobriété et de retour de réduction de l'empreinte carbone et continuer à organiser des Coupes du Monde dans des stades climatisés ou en grelotte dans le désert. Donc, on est loin de la prise de conscience des gouvernants, on est loin de la prise de conscience des gouvernés, parce que les citoyens eux-mêmes, je le vois à mon cabinet, je le vois à la mairie, les gens n'ont pas encore pris l'habitude de ne pas mettre le climatiseur à 19 ou à 17. Ils n'ont pas encore pris l'habitude de ne pas attendre les chefs d'État et eux-mêmes, leurs enfants, dans des voitures climatisées. Donc, comme elle l'a dit aussi, l'intervenante à la fin de son message, il y a une dimension humaine, il y a une dimension sociale à laquelle on doit s'attaquer pour que les comportements changent, pour que notre concept même du bonheur, notre conception du bonheur change et que ce n'est pas en consommant qu'on montre qu'on est heureux. Ce n'est pas, faut arrêter de créer des centres commerciaux, mais créer des places, des parcs, des lieux où on peut aller se détendre sans avoir à débourser. Eh bien, je vais m'arrêter là parce que je vais devoir vous quitter, mais je vous félicite, au KJ, le COECA, l'Université des Antilles, d'organiser ce genre de débat et je souhaite qu'il soit vulgarisé, qu'on puisse descendre au plus près des citoyens, là où ils vont,
dans les boire et manger, là où ils vont festoyer, être là pour leur dire il faudra qu'on fasse la fête autrement bientôt. Je fais court, mais j'aurais aimé pouvoir rester longtemps avec vous. Le sujet est énorme, il est intéressant, mais il me passionne, mais il est préoccupant. Donc, merci pour ce que vous faites. Merci, monsieur le maire. On comprend tout à fait les raisons pour lesquelles vous nous quittez. Merci beaucoup. Et à bientôt. En tout cas, merci d'avoir participé à cette manifestation. Merci beaucoup. Au revoir. Très bien. Alors, on va maintenant passer à la partie débat. Et alors, j'avais dit que les étudiants avaient la priorité pour poser des questions. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs parmi nous, là. Il y a des étudiants qui sont présents. Alors, j'ai reçu des questions d'une étudiante qui n'a pas pu participer au webinaire, mais qui souhaite que ces questions soient posées. Alors, elle en a posé quand même pas mal. Je ne vais pas toutes les poser. Il y a au moins 9 questions et qui sont tout à fait intéressantes. Elle a distingué trois types de questions, des questions sur les bénéficiaires de ces fonds pertes et dommages, sur l'efficacité même du dispositif, elle se pose des questions, et des questions également sur les donateurs. Alors, je me contenterai pour le moment de poser les questions, 3 questions qu'elle présente sur les bénéficiaires. Après, je passerai la parole à d'autres étudiants s'ils le souhaitent. Première question, quels sont les critères de vulnérabilité pour accéder à ces fonds pertes et dommages? C'est la première question. Deuxième question, la liste des critères de vulnérabilité n'est-elle pas réductrice? Exemple, le Pakistan avec son PIB plus élevé que des pays moins avancés. En ce sens, n'est-il pas dommage de réduire les bénéficiaires à une simple catégorisation? Il y a des pays comme le Japon qui peuvent être ravagés aussi par des catastrophes naturelles. Et enfin, troisième question, ne faut-il pas distinguer les États des peuples pour aborder la question de la vulnérabilité? Il y a d'abord des peuples et des populations vulnérables avant peut-être les États. Voilà les trois questions qui sont posées. Et si des étudiants de master que j'ai vus souhaitent en poser, ils sont les bienvenus, bien sûr. Donc, mesdames, vous avez la parole. Waouh! Alors ce sont de très, très bonnes questions et je pense que sur la question de vulnérabilité, j'aimerais que Sadia réponde plus puisqu'elle a été une spécialiste dans la question d'adaptation et cette question de vulnérabilité est au cœur, hein, des débats, les critères donc elle va en parler. Hem, mais je pense que c'est ce que justement la COP a décidé de créer aussi un comité, heu transitoire, pour justement créer ce fonds et pour penser à toutes ces questions. Nous, ce qu'on pense, c'est de faire en sorte que ce soit pas juste des États qui soient représentés, mais qu'il y ait aussi une participation de la société civile, d'experts et si ce genre de représentation ne se fait pas, dans ce comité formel, nous pensons même, essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir quelque chose un peu plus informel, mais qui, crée justement des recommandations pour ce comité. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut regarder. Je pense qu'il est clair que les pays développés seront exclus. Donc même si le Japon, heu, la France, on voit tous les dégâts, hein, que des dégâts climatiques, hein, qui arrivent à la France. Heu heu, il y a les États qui sont les qui ont créé le problème de manière historique, et qui ont aussi les capacités, qui sont les plus développés et qui ont les capacités de rebondir, ne pourront pas être mis à la même au même niveau, heu que les pays les plus vulnérables, les pays en développement. Donc ça, c'est une chose. Par contre, un pays comme la Chine, l'Arabie Saoudite, heu, qui sont toujours classés comme pays en développement, la question de leur contribution donc c'est pour ça que je fais le lien, hein, monsieur Reynaud, avec, sans doute cette question qui sera épineuse, cette année. Des pays comme la Chine auront pour s'ils peuvent bénéficier puisqu'ils sont des pays en développement, ils devront aussi contribuer puisque ce sont des pays, pollueurs.
maintenant le premier pollueur, peut-être pas avec la même responsabilité historique, mais ce sont des pays qui auront aussi à participer. Alors, est-ce que ce sont des participations que financières, d'autres la question d'innovation et de créativité sera vraiment au cœur du débat aussi, justement pour gérer ça. Donc, et puis la question des peuples ou bien les États, ben, il y a justement des questions parallèles qui doivent être faites. Et je suis sûre que Sadia aussi pourra réfléchir là-dessus. Mais comment justement en fait, le comité ne va pas juste regarder la question financière. Encore une fois, souvent, pour les peuples, c'est une question même les peuples autochtones, par exemple, les peuples les plus vulnérables. Même dans tous les pays développés, les populations les plus affectées, ce sont les peuples noirs, les peuples autochtones, à cause de la justice qui n'est pas la justice climatique, qui est aussi une justice raciale. Puisque les pays, les communautés les plus pauvres sont souvent les populations qui ne sont non blanches et qui se retrouvent justement à côté des incinérateurs, à côté de justement des compagnies les plus polluantes, donc la vallée du cancer en Louisiane, la vallée de l'asthme à New York. Ce sont justement les populations, communautés qui sont les plus affectées. Donc, il y a des questions qui vont qui vont se poser au sein des pays et de manière plus générale, comment justement créer des, des cadres légaux et, et des consortiums, certaines réflexions pour justement aider les populations, les communautés et pas juste les États. Donc, mais il faut les deux. Il faut les deux. Puisque justement, il y a une double. Le problème est doublement posé lorsque on a des pays plus vulnérables, plus pauvres, et en plus, justement, cette injustice, cette inégalité. Et l'inégalité, justement, elle est croissante. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut regarder les deux. Donc, je vais m'arrêter là pour permettre à Sadia de répondre, mais j'espère que ça ouvre un petit peu le champ à d'autres questions qui auraient pu être posées. OK. Sadia. Tu es sous silence, Sadia. Je n'entends pas. Oui, je voulais remercier l'étudiante pour ces questions qui sont très pertinentes. Yamid a déjà commencé à y répondre. Sur la question de la vulnérabilité, c'est une question qui est cruciale. C'est une question qui est en fait aussi au cœur des discussions sur le plan international climatique, parce qu'en fait, et c'est une question qui n'a jamais vraiment été réglée parce qu'elle est extrêmement polarisée et très sensible politiquement. Qui est plus vulnérable que qui? Et donc, la Convention cadre des Nations Unies a toujours essayé de ne pas justement créer une gradation dans les pays. Alors, le seul groupe qui a été reconnu comme pays, on va dire, vulnérable dans la Convention, et qui aussi se retrouve dans l'accord de Paris, ce sont les pays les moins avancés. Donc, c'est un groupe de 47 pays, je crois, maintenant, qui sont considérés pour des critères non climatiques, mais des critères socio-économiques comme des pays ayant un retard de développement par rapport aux autres pays. Et pourquoi ils font l'objet de considérations spécifiques? C'est parce qu'on sait que les changements climatiques, la vulnérabilité au changement climatique exacerbe les vulnérabilités existantes. Et donc, ces pays, par exemple, ont à leur disposition un groupe d'experts dédiés au sein de la Convention pour les appuyer. Ils ont un fonds spécial qui devrait être abondé. Hein. Ils n'ont pas forcément accès à une manne de financement énorme, mais en tout cas, il y a un fonds spécial qui leur est attribué auprès du Fonds pour l'environnement mondial. Et donc, ils ont un certain nombre il y a un certain nombre de dispositifs en place pour les accompagner. Après, c'est vrai que ce ne sont évidemment pas les seuls pays vulnérables. On parle aussi des petits États insulaires.
là, leur vulnérabilité a été reconnue, on va dire, par rapport à l'engagement du Fonds vert du Fonds vert climat qui doit s'engager à faire en sorte qu'une partie des financements aille aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires. Mais c'est vrai qu'à part ça, il y a beaucoup d'autres pays et d'autres régions et de groupes qui ont frappé à la porte de ces négociations climatiques en disant, mais on doit être reconnu aussi. On est aussi très vulnérable, vous le voyez, on subit des catastrophes, c'est le cas du Pakistan, c'est le cas de la Bolivie, c'est le cas du continent africain aussi d'ailleurs, qui depuis plusieurs années a demandé qu'il y ait une considération spéciale pour le cas de l'Afrique. Mais voilà, les négociations ont toujours, les négociateurs, et on va dire les négociateurs du Nord en particulier, ont toujours été assez frileux d'ouvrir la porte de la liste de pays vulnérables. Donc, c'est une question qui est polarisée. Et en fait, pour revenir donc du coup à ce fonds qui a été créé pour les pertes et dommages, effectivement, je pense que c'est aussi un succès de cette COP et peut-être le véritable succès de cette COP, malgré ce qu'en dit le maire de Pointe-à-Pitre. C'est un succès parce que je ne pense pas qu'il y aura forcément une manne financière importante dans ce fonds, mais c'est symbolique. Et ça montre aussi que la prise en compte des pertes et dommages qui sont déjà visibles dans certains pays, c'est un impératif moral. Et la question se pose, voilà, on parlait de vulnérabilité, et c'est ce que les prochaines négociations vont devoir déterminer, qui finance et qui bénéficie, qui est suffisamment vulnérable pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Donc, peut-être qu'au cours de ces discussions, ça va permettre aussi d'avancer sur la question des États vulnérables, question qui a toujours, comme je vous ai dit, a été un peu mise en suspens dans les négociations, et ça permettra aussi de déterminer, au-delà des pays les moins avancés, qui est considéré comme pays vulnérable ou pas. Juste pour revenir avant de terminer sur la question de la représentation des peuples au-delà des États, je pense que c'est une question qui est importante et qui est très contemporaine parce qu'il y a aussi, alors oui, la COP permet certaines avancées, surtout quand je pense qu'on voit les avancées encore plus quand on est négociateur ou comme nous, moi ou Yamid, avons été dans des COP et voyons comment chaque petite victoire est importante. On se bat pour une virgule, on se bat pour un mot. Et des fois, avoir le mot juste, c'est une grande victoire parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais c'est vrai que pour des gens extérieurs, c'est déconcertant. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées, qu'il ne se passe pas grand-chose. Je pense que c'est important de dire encore plus maintenant qu'avant que la COP, c'est vraiment pour donner une tendance, mais que l'enjeu de la question climatique ne se joue plus à la COP, en fait. En tout cas, c'est mon sentiment profond qu'après, maintenant, il faut que chaque État, chaque nation, chaque localité prenne à bras le corps ce problème et fasse le travail au niveau domestique. Et par rapport à cela, ce que je voulais dire, c'est que la COP aussi réalise ça, je pense, de plus en plus, et qu'il y a la question qui commence à émerger de comment réformer ces discussions et négociations internationales, comment les rendre plus inclusives, comment mieux prendre en compte les voix des populations, des peuples autochtones, parce qu'elles ne sont pas forcément toujours en alignement avec les voix des États, en fait, qui les représentent. Et donc, je pense qu'il y a un début de réflexion sur cela qui s'impose parce que la pression aussi populaire, les frustrations demandent aussi à ces instances de pouvoir réfléchir à un mode de fonctionnement beaucoup plus inclusif. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sadia. Merci également à Yamid. Alors, est-ce qu'il y a des étudiants dans le Zoom qui souhaiteraient poser des questions? D'abord les étudiants, s'il vous plaît.
Je sais qu'il y en a qui ont préparé des questions. Est-ce qu'il y a des étudiants qui souhaitent réagir? Je ne les vois pas. Non, pas vraiment. Bon, alors je vais, avant de passer la question à monsieur qui a levé la main, je vais juste, il y a des questions d'étudiants qui ont été posées également sur les donateurs. Je pose des questions et après on passe la parole au Zoom. Alors, question à propos des donateurs, le constat est partagé, ce fonds ne pourra jamais suffire à répondre aux pertes et dommages, référence à l'Élysée, donc au président Macron. Question, est-ce que les pays participants, donc les donateurs à ce fonds, le trouvent légitime et possiblement efficace? C'est la question qui est posée. Et dernière question, qui et comment pourrait donner ces fonds? Ok, très bonne question, très, très pertinente. Alors, il faut savoir, alors je voudrais en fait, peut-être de manière provocatrice, mettre en avant le fait que le résultat de la COP a été promu de manière différente dans les pays occidentaux que dans les pays du Sud. Les pays, en développement ont vraiment accepté, reconnu et se sont euh, ont reçu justement cette nouvelle de la création de ce fonds avec beaucoup plus d'enthousiasme. Et ce qu'on a vu dans les pays occidentaux, c'est qu'ils ont tout de suite essayé de remettre en cause, de minimiser la portée, l'effort en fait qui a été fait, le fait qu'il et même la moralité justement du changement qui doit justement s'opérer avec cette décision. Et donc, il y a vraiment un risque, oui, euh, optimiste borné. Je suis quand même réaliste. Optimiste borné veut dire vraiment on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas jouer le jeu justement de ceux qui sont cyniques, et qui vont justement essayer de minimiser les résultats et les progrès. Il y a eu 600, en tout cas des centaines de lobbyistes pour que justement pendant cette COP, pour qu'on puisse ne pas avoir euh, de résultats. Et il faut savoir que les pays, les communautés autochtones, il y a eu plus de représentants de jeunes qu'à aucune COP. C'était et qu'ils ont tous poussé pour la création d'un fonds et de ses progrès. Donc justement, minimiser la portée, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de pays développés, des pays occidentaux, commencent déjà à délégitimiser pour pouvoir minimiser euh, manager les attentes et minimiser éventuellement les opportunités de transformation pour que ce soit le plus minime et pour qu'ils aient le moins de choses à faire. Enfin, c'est quelque chose que Sadie et moi, tout au long de ces dizaines d'années, on était peut-être plus naïfs au début, mais c'est tactique. C'est tactique de pouvoir dire, de pouvoir appuyer, ah oui, mais on n'aura jamais assez d'argent, on n'aura jamais, ça ne va pas nécessairement. En fait, nous savons aussi, il y a des rapports qui sont écrits par aussi les pays vulnérables, par les communautés vulnérables, qui démontrent que si on change la donne et les mécanismes vicieux et injustes qui ont été mis en œuvre euh, pour le bénéfice des pays occidentaux depuis la Deuxième Guerre mondiale, on peut arriver en fait à mobiliser plus de fonds, on peut changer les pratiques pour qu'il y ait plus d'accès. Et donc c'est ça, on ne va pas avoir, comme disait Sadia, on n'aura pas toute la somme nécessaire. On ne pourra jamais avoir la manne nécessaire, mais on peut faire mieux. Et le mieux permet justement, sera suffisant pour, peut-être suffisant pour, pour éviter une exacerbation de la dette qui est complètement injuste, que les pays justement qui subissent le plus d'impact justement se retrouvent avec une dette alors que les pays qui ont créé le plus de problèmes ont des taux d'intérêt avantageux. Il y a des injustices qu'il faut juste casser, qu'il faut régler, et c'est ce qui a amené. Donc, mon appel, c'est d'être très critique par rapport à qui fait ce genre de commentaires
pour minimiser, parfois même mépriser certains résultats pour qu'il n'y ait pas justement les transformations qui seront nécessaires. Et donc, il faut justement, au contraire, on a besoin des étudiants, on a besoin peut-être de les connecter pour faire en sorte qu'il y ait plus de réflexion, pour remettre en cause. Et je vais vous donner un exemple concret. On parle de certains outils dans le Fonds monétaire qui pourraient être utilisés justement pour aider les pays vulnérables à avoir plus d'accès dans, dans, dans les pays développés. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais certains de ces outils ont été créés en 2 semaines pour l'Ukraine et pour débourser près de 750 milliards pour l'Ukraine. Alors, les pays vulnérables demanderont, mais pourquoi on ne peut pas 750 milliards par rapport à rien, on parle de rien, pourquoi on ne peut pas prendre des décisions rapides pour une urgence climatique comme on le fait? C'est à pousser. C'est à pousser. Si on peut prendre des décisions comme ça pour un pays, un seul pays, pourquoi même 750 milliards pour tous les pays vulnérables, ce serait déjà énorme. Pour revoir la dette, pour revoir les taux d'intérêt, pour faire en sorte que les agences qui décident des taux d'intérêt de dette puissent considérer la question de vulnérabilité autrement, puis qu'on puisse accepter de prendre des risques pour des pays justement qui subissent ces risques et pour qu'ils puissent faire les investissements dont ils ont besoin. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'est vraiment pour insister, parce que c'est vraiment aussi par l'expérience, pour insister que oui, ça peut ne rien donner, mais c'est ce que cherchent à faire beaucoup de pays développés parce qu'ils ont bénéficié du statu quo. Voilà. Très bien, merci Yamid. J'avoue que l'argument qui vient d'être présenté est pertinent. Je n'y avais pas pensé. Très bien. Alors, maintenant des questions. Il y avait des mains levées qui voudraient intervenir, poser des questions. C'est le moment. J'avais vu une main levée il y a un instant. Est-ce que la personne qui a le... Oui, c'est Myriam Moïse. Myriam, tu as la parole. Oui, merci beaucoup Fred, mais je suis persuadée qu'il y a bien quelqu'un qui avait levé la main avant moi. Moi aussi, j'avais vu, mais je ne l'ai plus revu. Je l'ai plus revu, donc il pose la question après. Voilà, très bien. Alors, je voudrais tout d'abord... ben voilà, il est là, Monsieur Daridan. Donc, voilà. Je voulais te poser la question avant, puisque j'ai mis ma question dans le chat, en fait. Ah, d'accord, très bien. Très bien. OK, très bien, merci. Alors, je voulais d'abord saluer le dynamisme des amis du CAGI pour ce webinaire et puis le fait que vous insistiez à chaque fois à donner la parole aux étudiants. Je trouve que c'est fondamental parce que finalement, c'est la jeunesse, ce sont les futurs leaders de cette justice climatique que nous cherchons à mettre en œuvre dans nos territoires. Et puis, je voudrais aussi saluer, alors bien sûr, les présentations. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé les présentations qui se sont bien complétées, mais je veux vraiment saluer en particulier l'optimisme borné parce que je me reconnais vraiment dans cet optimisme borné de Madame Dagnier. Je pense que c'est important d'avoir des optimistes bornés pour faire avancer les choses. Il faut y croire. Et malgré tout, j'ai quand même retenu une note d'optimisme dans la présentation de Monsieur le maire parce que pendant qu'il parlait, je me suis imaginée traversant la connexion entre nos campus, allant du campus de Fouillol vers le CAGI par une connexion qui pourrait relier nos campus. Moi, je me suis bien imaginée. Donc, je pense qu'il y a quand même une forme d'optimisme malgré tout dans son discours. Alors, ma question maintenant concerne le lien entre les... Alors, vous avez mentionné différents leaders. Alors, vous avez parlé de Mia Mottley et moi, je veux revenir sur son plan Marshall caribéen, finalement, qui est finalement un plan Marshall caribéen pour la réparation.
Et dans cette réparation, il y a la justice environnementale, mais finalement, toutes les justices sont croisées. Donc, vous n'avez pas mentionné la justice sur le genre, sur les égalités. Quand on parle de population vulnérable, est-ce qu'à la COP 27, il y a eu une discussion qui a concerné en particulier les questions d'intersectionnalité des luttes pour la justice, pardon, le lien, le fait que les femmes, les populations soient touchées différemment et que pourtant l'agenda pour la justice climatique soit mené par une majorité d'hommes. Et puis peut-être aussi, moi je me demandais aussi si vous avez eu quelques retours sur le nouveau leadership féminin de la région Grande Caraïbe, en particulier la Colombie, puisque la présidente Marquez était présente et je sais qu'elle fait le lien entre la justice environnementale et la justice sur le genre. Donc mes questions concernent cela pour Madame Dagnier en particulier. Et puis j'ai travaillé un peu avec l'Open Society Foundation, donc je sais que vous avez énormément de dynamisme au niveau de l'implication des projets pour la région, pour la Caraïbe. Et puis, j'avais juste une petite question pour Madame Ndoko. J'ai trouvé votre présentation vraiment pratique et le pragmatisme, c'est important pour… surtout quand on a des étudiants. Et je me demandais si c'était possible que peut-être vous reliez, vous développiez un peu, surtout pour les étudiants, quand vous avez parlé de la Nouvelle-Zélande et du recours aux Nations Unies, peut-être nous en dire un peu plus sur le lien avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, voilà, de voir simplement, c'est quelque chose de vraiment pédagogique, hein, j'avoue, pour nos étudiants qui nous écoutent. Et je vous remercie pour ces deux présentations. Et puis, je voudrais aussi au passage, hein, sans chauvinisme aucun, mentionner que monsieur le professeur Hainaut a bien dit que vous étiez toutes les deux passées par l'Université des Antilles. Et c'est important de le dire, nous avons des produits qui agissent ensuite dans la région. Merci. Très bien, Wow. merci Myriam. Vous avez la parole, Sadia et Hamid. Oui, alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, je suis très touchée par en fait la question des femmes. En fait, j'ai eu l'honneur de rencontrer la vice-présidente Francia Marquez à la COP et même de participer à un événement avec elle. Et elle a sollicité en fait la, le support de la Open Society Foundation pour en fait organiser en préparation à la COP 28 un grand sommet à Cali justement sur la question justice climatique, justice raciale et les femmes, le rôle des femmes. Donc, donc ça répond aux questions. Il y a eu plusieurs, en fait, la COP ramène, il y a eu plus de 40 000 participants à la COP. Et je pense que même si on est toujours déçu de la COP, il faut savoir la raison pour laquelle c'est tellement important. On a des plateformes comme le G7, c'est 7 pays. On a la plateforme comme le G20. C'est les seules plateformes, tous les pays vulnérables, on leur voit, peuvent vraiment pousser. À part ça, ça reste très élitiste et c'est où il peut y avoir un rétablissement justement des rapports de force. Et c'est ce qu'on a vu à la COP. Pour la première fois, les pays vulnérables, même si c'est pas tout, hein, ils ont gagné une bataille. C'est pas la guerre, ils ont gagné une bataille. Et donc, le volet des femmes, et je pense que Sadia pourra aussi compléter là-dessus, et regarder, mais il y a beaucoup à faire. Nous sommes même en train de penser, en fait, il y a des expertes femmes en finance, on en a beaucoup parlé, hein, des enjeux, mais on ne les voit pas. On ne sait pas, et est-ce qu'il faudrait créer cette plateforme pour les amplifier, pour justement, surtout qu'on arrive à ce croisement des chemins, des décisions tellement importantes sur les réformes financières, pour le plan Marshall, comment faire en sorte justement qu'elles aient plus de voix, qu'on les voit plus, même dans les médias. Donc c'est quelque chose qu'on regarde. Le rôle des parlementaires, donc on est cette semaine,
il y avait le sommet États-Unis-Afrique. Nous avons fait venir une délégation de parlementaires africains, y compris des femmes. Et justement, elles sont plus proches, ils sont censés être plus proches du peuple. Et donc, ils sont censés avoir de tenir responsable les engagements du gouvernement aussi. Donc, ce rôle de responsabilité et comment, et ne pas juste compter que sur les négociations, mais créer ces liens sont très importants. Et la jeunesse dans cette l'intersection dont on a besoin, donc les femmes, les jeunes, les populations autochtones et les populations les plus défavorisées. C'est vraiment au cœur, en fait, effectivement, de Open Society. Et ça devient de plus en plus au cœur du débat dans la COP. Et comme disait Sadia, il y a un processus qui a été ouvert pour rendre la COP plus inclusive. Oui, Et, c'est ça. et il est important, on peut critiquer la COP, mais c'est déjà un des processus les plus inclusifs par rapport à toutes les autres COP. Même que ce soit la biodiversité qui est en train de se passer à Montréal, les autres. Donc voilà. Et je voulais profiter pour répondre à la question de Loïc, de Monsieur Daridan, sur le rôle, en fait, la situation des territoires d'outre-mer. Et donc, un pays comme la Guadeloupe se retrouve dans cette situation frustrante, il faut le dire. Hein, je suis de la Guadeloupe, je vois mes compatriotes de la Caraïbe se battre pour leur avenir. On n'est pas représenté et on est représenté par la France qui se bat contre les intérêts des îles, souvent. Oui. C'est un problème. C'est un véritable problème. On a la chance d'avoir certains accès à des fonds européens, mais eux aussi. Et donc, est-ce que, en fait, il faudrait pratiquement une analyse de comment notre situation, en fait, nous met à un avantage ou désavantage par rapport à nos compatriotes caribéens, parce qu'ils ont aussi des accès aux fonds européens. Ils ont une appropriation du problème que nous n'avons pas, il faut le regarder. Ils sont en avance par rapport à la mobilisation, comment renforcer leurs capacités pour avoir des accès, pour transformer. Hier encore, j'avais une conversation avec une experte femme, un leader femme des Bahamas, et comment justement ils approchaient justement cette question de mobilisation des fonds, et pas seulement d'accéder au fonds d'adaptation, mais au fonds de pension, voire plus grand. Et nous, on est souvent trop limités dans le Oui. carcan. Et donc, je pense qu'il y a cette réflexion à faire, comment justement utiliser le CORECA a un grand rôle éventuellement à jouer là-dessus pour créer ces renforcements de capacité. Et nous, la Fondation, nous avons, et avec le manager sur la Caraïbe, nous sommes en train de regarder est-ce qu'il pourrait y avoir un fonds pour les îles et une définition des îles qui dépasse justement le côté étatique. Purement Et étatique, donc, parce purement que c'est une question que se pose vraiment Porto Rico. Porto Rico est aussi en colère et aussi frustré que nous le sommes. Et donc, Hawaï, donc voilà. Donc, donc, merci d'avoir j'apporte quelques éléments de réponse, mais il en faudra plus. Et je pense que ce genre d'analyse pourrait être utile. Très bien. Parfait. Merci, M. Darguidan. Apparemment, vous avez eu votre réponse. Et alors, Sadia, vous voulez ajouter peut-être quelque chose? Sadia? Oui, je veux revenir sur la question de Madame Moïse, qui est très importante, effectivement. Ce lien entre déjà ce que j'ai présenté et la question de l'adaptation. Alors, c'est vrai que je n'y ai pas touché dans la présentation. Dans les webinaires, le webinaire de l'année dernière, on a
parler de cette question de l'adaptation qui est en fait cruciale, l'adaptation pour les pays, les petits États insulaires et aussi la plupart des pays en développement. Et c'est une question d'adaptation qui est du coup intrinsèquement liée à la question de développement. Donc, vous parliez des ODD, moi, tu m'avais dit, mais vous pouvez expliquer aux étudiants. Alors, on va peut-être faire un retour arrière. Donc, la question des changements climatiques demande en fait des efforts sur deux volets. Le premier, donc, c'est l'atténuation, donc des efforts pour réduire les gaz à effet de serre, l'émission des gaz à effet de serre. Mais le deuxième volet, c'est de se rendre compte que malgré les efforts qui vont être consentis, et encore, il y a énormément de travail à faire, on l'a vu dans la présentation d'Yamid, les impacts se font déjà sentir particulièrement dans des pays qui sont vulnérables pour des raisons socio-économiques. Des petits États insulaires, des pays africains, les pays d'Asie du Sud, les pays d'Amérique du Sud, enfin, en général, la plupart des pays en développement. Et donc, pour pouvoir arriver à tenir la trajectoire de développement qui se sont fixées, leur stratégie de développement, répondre aussi aux objectifs des ODD, il est impératif pour eux de pouvoir s'adapter à ce choc qui leur arrive, qui est le changement climatique, parce que ça va avoir un impact sur les ressources en eau, sur l'agriculture, sur des secteurs de développement clés, sur la santé, sur la foresterie. Et aussi, c'est important aussi de préciser, on parlait de la question du genre, ce sont des secteurs pour lesquels la femme a un rôle important. Dans beaucoup de ces pays, ce sont elles qui... ce sont des moyens de subsistance et c'est la femme, en fait, qui a ce type d'activité. Le secteur agricole en Afrique, c'est essentiellement des femmes qui sur des petites parcelles, en fait, qui cultivent. Les ressources en eau, c'est aussi elles qui vont aller chercher de l'eau. Donc, ça a aussi un impact sur leurs moyens de subsistance et les moyens de subsistance de toute la famille. Donc, ça, c'est important de le dire, qu'il y a un lien direct entre l'adaptation au changement climatique et les politiques de développement, évidemment, les objectifs de développement proposés dans l'agenda 2030. Et c'est aussi important de voir qu'il y a un lien, donc, du coup, entre l'adaptation et l'atténuation. Si on ne fait pas suffisamment d'efforts pour pouvoir diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, on sera obligé d'avoir des politiques d'adaptation plus ambitieuses pour pouvoir répondre justement à nos objectifs de développement. Mais il aussi, et c'est aussi la question qui est en discussion aujourd'hui, c'est que malgré tout cela, même si on a les ressources, parce que ça demande des ressources financières pour pouvoir s'adapter, ça demande des capacités. C'est clair que Kiribati n'a pas les mêmes ressources financières pour s'adapter qu'un pays comme les Pays-Bas, qui eux aussi sont fortement menacés par la montée des eaux. Donc, ça demande un certain nombre de ressources et malgré tout, on voit déjà qu'il y a quand même une limite à l'adaptation, qu'il y aura des pertes et dommages. Et ça aussi, ça doit être pris en compte, notamment dans nos stratégies de développement. Parce que quelque part, les changements climatiques, en fait, nous obligent. Alors, on peut être effectivement optimiste borné, et c'est bien de l'être, nous oblige à anticiper le futur. Je pense que c'est si on veut le voir en termes d'opportunité, c'est la première fois qu'on a suffisamment d'éléments scientifiques pour pouvoir préparer notre futur et déterminer quelle trajectoire de développement qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut aller à la casse ou est-ce qu'on veut s'adapter, devenir résilient, sachant quelles sont les conséquences qui nous attendent. Et pour revenir à l'intervention de Monsieur le maire aussi à ce sujet, c'est vrai que Pointe-à-Pitre peut être un laboratoire, mais je pense que la Guadeloupe en elle-même, les îles peuvent être des laboratoires pour pouvoir expérimenter par rapport à leur échelle, par rapport à leur histoire, pour pouvoir expérimenter de nouvelles façons d'habiter un territoire, parce que ça demande pas simplement de se dire, ah ben, tiens, mon objectif, c'est la croissance, c'est parce que c'est aussi ça dont il est question, mais c'est comment transformer
notre modèle économique, socio-économique, pour arriver à une certaine sobriété, une certaine résilience et laisser du coup un territoire habitable aux générations futures. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. J'ai un peu élargi le champ, mais je crois que c'est important aussi de le comprendre et de comprendre aussi, on parle beaucoup d'atténuation, mais que pour nos territoires, je pense que la question climatique doit impérativement d'abord être regardée sous le prisme de l'adaptation et de la résilience, avec éventuellement des bénéfices en termes d'atténuation, mais étant donné qu'on est des pays qui émettent très peu et que nous sommes extrêmement vulnérables aux conséquences des changements climatiques, il est important d'anticiper et d'avoir un vrai projet de société pour pouvoir être résilient sur le moyen et long terme. Merci beaucoup, Merci Sadia. beaucoup. Fred, si tu me permets juste 30 secondes, Oui, 30 secondes. juste mentionner pour la réponse par rapport au rôle des chercheurs, effectivement, au niveau du capacity building, pour la montée en compétences, nous sommes au laboratoire LC2S, je porte un projet en ce moment sur femmes et environnement. Donc voilà, si j'ai l'opportunité de vous le présenter à un moment donné en off, voilà, si on peut rester en contact, ce serait très bien. Merci beaucoup, Fred. Très bien. Mais écoutez, ça sera peut-être la dernière intervention. Il est 11h31. En général, nous, on est à l'heure. On commence à l'heure et on termine à l'heure. Donc, on va arrêter là avec tous nos remerciements aux intervenants, aux intervenantes et aux participants, hein, Monsieur le maire, entre autres. Et alors, je vais laisser la conclusion à Julien Mégrillon en vous remerciant encore une fois de votre participation. Alors, Sadia a signalé qu'il y a un premier webinaire sur les adaptations. Alors, il y en a plusieurs d'autres. Il y en a d'autres. Je crois que c'est le troisième qu'on fait avec elle. N'hésitez pas par conséquent à vous rendre sur la chaîne YouTube du KJ et à vous abonner surtout. C'est une très bonne chose pour nous quand vous vous abonnez en termes d'acquisition de fonctionnalités nouvelles. Donc, Julien, tu as la parole pour la conclusion du webinaire. Et merci encore à toutes les deux. Merci Fred. Alors, je me demande s'il peut y avoir de conclusion eu égard à la richesse, à l'importance des problèmes posés et surtout aux questions qui ont été évoquées et qui méritent bien sûr que l'on revienne sur ces éléments. Alors, la première chose que je dirais qui est, à mon avis, extrêmement importante, c'est la qualité. La qualité des présentations, on l'a déjà souligné, et je crois que aussi bien Sadia que Yamid ont ici montré tout le talent qui est le leur et nous faire partager leur expérience d'une part, mais aussi les contenus et les activités qui ont été ainsi menées dans ces différentes réunions. Alors, s'il fallait retenir un mot, je crois qu'il est important, c'est que la COP27, c'est peut-être la 27e, mais certainement celle où peut-être les petites lueurs commencent à s'allumer. Et est-ce que ce n'est pas un processus cumulatif, c'est-à-dire au fur et à mesure des années, on apprend à se positionner. Ce que je retiendrai pour nous dans la Caraïbe, ça a été ce rôle de leadership essentiel joué par Mia Mottley, qui a donné, à mon avis, une orientation et a permis que cette petite lueur puisse aujourd'hui apparaître. Et c'est, à mon sens, un élément extrêmement important. Alors, il était essentiel, à mon avis, de faire ce point sur cette COP27. Il y va de notre avenir, il y va de notre présent, même j'ai envie de dire, dans la mesure où les questions ne nous attendent pas. Et je crois que, Yamid lançait un appel au CORECA en disant, mais attention, peut-être que le CORECA a un rôle à jouer. Alors, je lui dirais effectivement que ce rôle, on a commencé à le jouer, et notamment dans un certain nombre de projets que nous avons, et le dernier en date, c'est celui que l'on mène avec des paysans haïtiens dans la région de Beaumont, où on a mis en place une dynamique avec 26 groupements agricoles qui aujourd'hui sont fortement ancrés dans le développement durable, l'agriculture solidaire et coopérative et bien évidemment dans une démarche fondamentale de résilience climatique. Donc, on le fait à la mesure de nos moyens
Et très certainement, si les moyens augmentent, et là, bien évidemment, petit clin d'œil à toutes les fondations qui pourraient participer à un certain nombre de projets, ben, on pourrait peut-être aller plus loin. En tous les cas, je crois que ça a été un bonheur pour moi, un bonheur pour tous de ce partage, mais surtout une satisfaction de voir que nos jeunes étudiants, je revois encore ça dit en première année de droit, le temps est loin, ça nous rajeunit pas, Fred. Et de sciences politiques, surtout. Et de sciences politiques, ça nous rajeunit pas tout ça. Bon, mais enfin, comme tu, il faut que jeunesse se fasse et que jeunesse passe, mais rassurez-vous, nos esprits sont encore jeunes. Merci. OK, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.